On a descendu, puis on est arrivé au fond. Le câble, on était complètement dans la base, au fond. On ne voyait pas l'épave en côte. On se tirait toujours sur le câble, puis on est arrivé au bateau. Aïe, aïe. Quand on est arrivé au fond, là, on n'était même pas sûr que c'était lui, l'Empress d'Irlande. Le naufrage de l'Empress of Ireland a lieu en 1914, faisant plus de 1000 morts au large de Saint-Luce-sur-Mer. L'événement passe presque sous le silence avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Durant 50 ans, le paquebot demeurera oublié au fond du fleuve Saint-Laurent. Mais en 1964, son histoire refait surface lorsqu'un groupe de plongeurs de Gatineau se lance sur les traces du navire. Une entreprise périlleuse et assez incertaine. Il faudra plusieurs essais à Claude Villeneuve et son équipe pour retrouver l'épave au large de Sainte-Luce le 20 juillet 1964. Mon invité aujourd'hui, Claude Villeneuve, qui est un de ceux, sinon le premier à avoir posé ses mains sur l'épave et ses yeux surtout sur l'épave de l'Empress of Ireland. Monsieur Villeneuve, merci aujourd'hui d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez jeune, disons, dans les années 60, certainement, et vous n'aviez entendu parler de quelle façon? Nous autres, on a entendu parler de ça. On était des plongeurs amateurs, si tu veux. Puis on faisait beaucoup de plongées. Moi, j'habitais à Montréal, puis j'avais un chalet au Lac-Simon à Duhamel. Puis mes copains, eux autres qui étaient avec moi, eux autres habitaient à Gatineau. Puis on se rencontrait les fins de semaine pour faire des expérimentations en plongée. À un moment donné, il y a eu un reportage sur la tragédie, le 50e anniversaire de l'Empress d'Irlande. Donc en 1964. En 1964. Oui. Là, moi, je vois ça dans le journal à Montréal. Oui. La fin de semaine, je m'envoie à mon chalet dans le Nord. J'ai dit, je vais montrer ça à mes amis là-bas. Eux autres, ils avaient la même idée. Nous autres, on préparait de revenir en Gaspésie en 64. Vous étiez déjà venu en Gaspésie? En 63. Pas sur le site de l'Empress, quand même. Non. On était allé à Cap-des-Rosiers. Tant qu'à revenir en Gaspésie, on avait un beau bateau à rechercher, puis c'était l'Empress d'Irlande. Voilà. Bon. Parlons de ces acolytes, de vos partenaires de l'époque, ceux avec qui vous avez plongé. Bon, il y avait Jean-Paul Fournier. Oui. Lui, c'était un monsieur qui travaillait au département de géologie à Ottawa. Ensuite de ça, il y avait André Ménard, lui, qui travaillait pour la Défense nationale. Oui. Il y avait Robert, votre frère, aussi? Il y avait mon frère Robert aussi qui faisait de la plongée. Et il y avait vous? Oui. Alors, et Fernand Bergeron? Fernand Bergeron aussi. Fernand Bergeron, lui, habitait à Gatineau à l'époque. OK. Les 5 compagnons? Oui. Les 5 amateurs de plongée sous-marine, vous vous êtes dit un bon matin, on va découvrir l'Empress of Ireland. Oui, on va faire des recherches, on va passer au moins une semaine à chercher. Tant qu'à descendre dans le bas du fleuve, on va arrêter à Rimouski. Une journée, on faisait de la plongée au quai de Rimouski-Est, un petit entraînement. Puis là, on voit arriver le bateau à Aubert-Brillant. Ensuite le fils de Jules Brillant. Oui. Bon, évidemment, c'est un... Oui, Aubert. Oui. Là, un homme d'affaires très prospère. Oui, nous autres, on n'avait pas le bateau adéquat pour faire nos recherches. On a dit, on va essayer de louer ce bateau-là pour faire des recherches. Là, on rencontre Mario Lavoie. Qui était le capitaine de la Canadienne. Le nom du bateau d'Aubert. Mario parle de ça à Aubert. Oui. Aubert, il dit, je vais faire une affaire avec vous autres. Il dit, je sors en mer. Il dit, on va discuter de ça. Il dit, embarquez sur le bateau, on va aller faire un tour en mer. Il vous offre avec Aubert. Ah bon? On lui parle de votre projet? De notre projet de chercher l'Empress d'Irlande. Il dit, moi, ça m'intéresse. Il dit, depuis que je suis jeune, que j'entends parler de ce bateau-là qui est coulé ici. Il dit, moi, je vais faire quelque chose avec vous autres. Je vais vous prêter mon bateau pour faire les recherches. Puis le capitaine, puis un second, il dit, je vous prête mon bateau. Bien, ça, c'est tout un deal, comme on dit. C'est très avantageux pour vous. Puis il dit, en plus de ça, il dit, j'ai fourni tout ce qu'il y a à bord du bateau, puis il dit, je vais payer pour votre remplissage de bonbonnes d'air.
on avait vu, nous autres, dans l'article du journal, qui disait que ça pouvait être en 150, 160 pieds de profondeur. On s'est en allé dans cette région-là, puis on traînait un ancre en arrière du bateau. Dans l'espoir d'accrocher l'épave. On disait l'épave est peut-être dans 150 pieds d'eau, mais si on met un câble, avec un angle d'une centaine de livres, on va finir par s'accrocher dedans. Là, on se promenait dans ce territoire-là, à peu près. Puis quand l'ancre s'accrochait, là, on s'habillait, puis on allait boire. On faisait des plongées de 150 pieds, là. Et Seigneur, c'est pas pareil comme dans le lac Simon, là? Non, non, puis il n'y avait pas d'épave, là. Si l'ancre était accrochée dans la vase, dans le fond, là. Oui. Claude, on est ici, en fait, dans le fond de la baie de Sainte-Luce. C'est là que, dans les premiers temps, dans les premiers jours, quand vous êtes arrivé, vous avez tenté de localiser l'épave. Où vous étiez, au juste? Qu'est-ce que... On était à peu près à 4 000 et demi du bord, dans une profondeur d'à peu près de 150 pieds d'eau. Puis on traînait un ancre. Ouais. Puis on essayait de localiser l'épave. Vous étiez par rapport à ici, quoi, au large? Au large. Juste oui. au milieu, disons, de la baie? À peu près au milieu de la baie. OK. Mais qu'est-ce qui vous avait donné, en fait, les renseignements voulant que l'épave soit là? C'est des anciens pilotes flaviales qui nous avaient dit que ça pouvait être ici dans la baie que Les anciens pilotes? Oui. Ah. Ah, oui. Notre première semaine qu'on est arrivé ici, on a fait des recherches pour savoir où était l'épave. Puis les gens nous ont dit que c'était dans la baie ici. Mais vous ne deviez pas avoir beaucoup d'indications précises. Non, non, c'est vaste, la baie, regardez. Oui, c'est grand. Mais vous saviez que c'était la profondeur était de 140 pieds à peu près. 140 à 150 pieds d'eau. OK. Tout dépend à quelle marée que tu vas être. Alors, ces recherches-là ont duré des jours et des jours? Ça a duré 6-7 jours. On était pas mal découragés de faire des plongées dans 150 pieds pour décrocher un angle qui était pris dans la vase. À chaque fois, j'imagine, vous aviez l'espoir que l'encre était accrochée à l'épave? Ben oui. Oui. Ça devait commencer à être épuisant. Oui, ça commençait à être épuisant, puis ça commençait à être dur sur le moral pour tout le monde. À un moment donné, on retourne au quai de Rimouski, puis c'est là qu'on a rencontré Donald Tremblay. OK. Donald Tremblay, il dit, j'ai... où l'École de marine possédait un livre de la commission d'enquête de la tragédie de l'Empress. Donald Tremblay qui enseignait à l'Institut maritime du Québec à l'époque. Oui, il était professeur en mécanique. Il deviendra par la suite directeur, mais là, il était professeur. Il était professeur à cette époque-là. Là, à ce moment-là, il dit, dans le livre de la commission d'enquête, il y a une position avec un sextant. Il y avait l'emplacement exact où on pense que l'épave était approximatif. OK. Là, à ce moment-là, on est allé en mer dans le jour, une couple de reprises, mais la mer était trop agitée, il venait pas à bout de prendre la position. Avec l'aide d'un sextant? Avec l'aide d'un sextant. Et des repères au sol aussi? Au sol. Quels étaient ces repères-là? Ces repères-là étaient le fort de Pointe-au-Père puis l'église de Sainte-Luce. OK. Là, à ce moment-là, on allait là dans le jour, mais ça brossait trop, on ne pouvait pas prendre de position. On a dit le soir, peut-être qu'il y a une accalmie, c'est plus calme en mer. Moins de vent. Oui. Mais là, à ce moment-là, on avait un problème. Le clocher de l'église n'était pas éclairé à Sainte-Luce. Alors, Claude, on est à côté de l'église de Sainte-Luce, fameux clocher qui vous a drôlement aidé à établir l'emplacement comme tel de l'épave. Le jour où vous aviez essayé de trouver l'endroit exact où pouvait se situer l'épave, mais ce n'était pas possible, et c'est la nuit que ça s'est avéré possible. Il y a une lumière qui a été installée en haut du clocher. Pourquoi? Comment ça s'est fait? Bien, ça s'est fait que on est venu pour prendre la position le soir, puis avec le fort de Pointe-au-Père, qui a une lumière, puis le clocher de l'église qui n'a pas de lumière, mais on a installé une lumière dedans, puis on a pris la position. Puis là, vous savez quoi? Frapper à la porte du presbytère et demander au curé si vous pouviez monter. Oui. C'est comme puis, ça? Oui, puis le curé nous a donné la permission de chance, parce qu'on n'aurait pas pu prendre la position.
Le vendredi 17 juillet, au matin, vous laissez traîner une encre dans le secteur et vous agrippez quelque chose. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Là, à ce moment-là, on a mis nos costumes de plongée. Puis on est allé voir, on a descendu au fond. On suivait toujours la corde. Puis on est arrivé sur la partie arrière du bateau. Ici, dans ce secteur-là? En bas, ce côté-là. L'encre était accrochée dans les étages plus bas. Plus bas, OK. Ensuite de ça, c'est là qu'on a trouvé aussi la poulie d'aube de chaloupe de sauvetage qu'on a remontée tout de suite. Étiez-vous certain que vous étiez sur l'Empress, là? On n'était pas sûr. On était sur l'Empress, on était sur un bateau, mais on n'était pas sûr. Vous aviez un doute encore? Ah, oui, j'avais un doute encore à ce moment-là. Mais pourtant, c'est évident, mais vous n'aviviez pas de bonne visibilité. Là. Nous, en plongée, là, on ne voit pas loin. Ah, c'est vrai. Puis, ça dépend des journées. Il y a des journées qu'on peut voir une dizaine de pieds, puis c'est tout. OK, je vois. Donc, ça a été un succès. Oui. Par la suite, dans les jours qui vont suivre, vous avez exploré davantage, évidemment. La deuxième plongée, on a plongé arrière. Oui, toujours. Puis, oui. Après ça, la troisième plongée, on a parti d'arrière. On a suivi le bateau jusqu'au poste de pilotage en avant, où on a passé, où il y avait les trous de dynamite, là. Ici? Oui. Et ça, vous n'avez pas apprécié trop, hein? Non. Vous n'avez pas aimé ça, voir ça? Non, on a trouvé le bateau qui était pas mal endommagé à cette partie-là. Saviez-vous pourquoi ce trou-là existait? Vous connaissiez l'histoire? Oui, on connaissait l'histoire. OK. On avait voulu récréer les lingots d'argent. C'est ça. Parce qu'eux autres, ils ne pouvaient pas circuler avec le costume à l'intérieur du bateau, parce que ils ont toujours un os pour emmener l'air. Hein. Tandis que nous autres, on était libres de ça. On pouvait circuler partout. Là, quand on l'a suivi, là, sur le dessus, en suivant le bord toujours, on est arrivé en avant du bateau. C'est là qu'on a vu la plaque passager de première classe. Puis, en même temps, c'est là qu'on a vu la cloche. Aussi. La petite cloche qu'on a sortie. OK. Là, il faut bien essayer d'imaginer, là, c'était pas du tout dans cette même, si j'ose dire, il y avait des superstructures à l'époque qui existaient. Et c'était pas comme ça. C'était pas comme ça, là, ça s'est effondré. Là. C'est ça. Mais à l'époque, et la cloche et la plaque étaient installées dans ces superstructures-là, dans les ponts supérieurs. Dans les ponts supérieurs, puis il y avait des promenades deck tout le long du bateau. Là, vous avez eu la certitude, dans le fond, que c'était... Oui. Quand un coup qu'on a sorti la cloche, puis tout ça. Puis cette journée-là, Aubert-Brillant était à bord du bateau. OK. Moi, j'ai démanché la cloche avec mon ami Fernand Bergeron. J'ai remonté la cloche sur la Canadienne. Là, Aubert, il avait commencé à gratter la cloche. Puis il s'est aperçu que le nom de l'Empress d'Irlande était dessus. Une beauté, oui. Donc, vous aviez la certitude. Là, on était sûr que c'était lui. Et vous avez fêté, je pense bien, cette fois-là. Oui. De quelle manière vous avez fêté ça? On était à l'hôtel le soir aussi, puis on a pris du champagne dans la cloche. Ah, vous avez versé le champagne dans la cloche? Oui. Qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là? Beaucoup de fierté, je présume? On était bien fiers, On avait... D'abord, quand tu fais de la plongée, tu rêves toujours de rencontrer quelque chose, un gros bateau, de visiter un gros bateau, tu sais. Mais on ne pensait pas de le visiter dans cet état-là. On le voyait beaucoup mieux, plus récent. Quand on est arrivé et qu'on a vu le bateau, tu sais, ça fait déjà 50 ans qu'il était au fond, là. Quand vous avez mis un terme à votre première expédition en 1964, là, vous aviez déjà, quand même accumulé pas mal de pièces. Oui. Dans quel état d'esprit là, êtes-vous retourné chez vous? Qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là? Bien, qu'est-ce qu'on ressentait? On avait hâte d'y retourner. Oui. Ensuite de ça, durant la saison d'hiver, on s'est rencontrés à plusieurs reprises pour parler de l'expédition 65. Puis on a rencontré M. Brillant. Puis M. Aubert-Brillant, il a investi un gros paquet d'argent là-dedans. Bon, qu'est-ce qui arrive, justement? Au départ, l'entente, c'est que, dans le fond, il vous offre les facilités, le navire, l'hébergement et tout ça, pour rien. Pour rien. Puis après qu'on a eu trouvé l'Empress,
Là, à ce moment-là, on a signé un contrat avec lui qui a 50 à lui, puis la balance au plongeur. OK, là, ça a changé. Oui, là, ça a changé. Puis là, en 64 aussi, on n'avait pas les plans du bateau. Non. Là, en 65, André Ménard, il a communiqué avec M. Ferguson, qui était l'opérateur Oui. de radio sur l'Empress d'Irlande. Oui. Puis lui, M. Ferguson, il a réussi à nous avoir les plans de chaque étage de l'Empress d'Irlande parce que M. Ferguson, il travaillait pour la compagnie Marconi, puis la compagnie Marconi vendait tout l'équipement de navigation à ces chantiers maritimes-là. OK. Puis lui, il avait les contacts d'un chantier maritime. C'est pour ça qu'on a réussi à avoir les plans. Parce qu'il y a eu quand même des collections qui ont été... Il y a eu beaucoup d'artefacts qui ont été récupérés. Beaucoup entre de autres- sel, puis tout sortes de Ouais, choses c'est ça. comme ça. C'est ça. Mais les plus belles pièces, ça a été sorti à notre époque. Les grosses cloches, il y avait une cloche avant du bateau qui pesait à peu près 300 livres, puis il y en avait une arrière à peu près 300 livres. Vous avez fait comment? Comment vous avez fait pour récupérer ces objets-là? C'est assez facile. Là. Ah ouais? Avec le treuil du bateau, c'était facile à monter. C'est pas fixé de manière... Non, on les a démanchés. C'était Difficile. boulonné, on OK. a démanché ça. Alors, Claude, c'est le résultat de la première campagne, celle de 64, qu'on a sous les yeux. Des objets très, très précieux. Hein? Oui. Ça vous rappelle pas mal de souvenirs, ça. Oui, beaucoup de souvenirs. Il y a aussi un masque. Hein? L'équipement que vous portiez, ça, en 64? En 65. En 65, qui était différent de OK. l'équipement que vous aviez en 64. Oui, c'était complètement différent de l'équipement sportif qu'on avait, nous, en 64. Qu'est-ce que vous aviez en 64? On avait... La base. La base, c'était un wetsuit, un costume étanche. Là. Ouais. Pas étanche, un costume en styrofoam. L'eau pénétrait dedans. Ouais. Puis là, au bout de quelques minutes, ça prenait la température de ton corps. Ouf, c'était froid quand même, là. C'était très froid. La différence avec cet équipement-là? Avec cet équipement-là, on était complètement au sec. C'était un équipement, surtout, qui se vendait pour les gars qui faisaient des travaux en plongée. OK. Difficile à enfiler, cet équipement-là? Ou... Ah oui, c'était très difficile à enfiler. Ça prenait à peu près 2-3 personnes. On avait des costumes de motoneige. Ah oui? Ah oui, pour ne pas avoir froid. Ah oui? Ah oui, ça prenait quelque chose pour nous isoler du froid. Là. En dessous de ça. On avait une combinaison. Puis après ça, on remettait notre costume. Vous avez pénétré dans les chambres, dans les compartiments? Dans les... Oui, on a pénétré à différentes places. La deuxième année, en 65, on avait les plans du bateau, puis on est allé à différentes places. On est allé dans la chambre de boisson, on est allé un peu partout. Vous avez sorti Mais des bouteilles, là. je veux dire, on n'est pas allé partout parce que visiter un bateau de même, là, c'est un projet de plusieurs années. Vous avez, prend place. vous avez récupéré des bouteilles de vin aussi ou de champagne? Oui, les bouteilles de vin, les bouteilles de fort. Oui. Ouais. En 65, 85 bouteilles ont été sorties. Ah. Y avez-vous goûté? Oui, j'ai goûté. C'était bon. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez, de découverte, disons, qui ont été plus poignants pour vous, là, qui vous ont fait plaisir? Ah, moi, n'importe quelle pièce qu'on sortait sur le bateau, ça nous faisait plaisir. Bon, ben justement, tout ça, vous remontiez ça à la surface. Évidemment, ça s'accumulait, évidemment, sur le quai ou dans le bateau. M. Aubert, qu'est-ce qu'il faisait avec les pièces, dans le fond, lui? À un moment donné, Aubert, ça traînait chez lui. À un moment donné, il a tout donné ça au musée des Lettres. De Lille, OK. Et vous êtes en possession de pièces et vous avez aussi offert des pièces à certains musées aussi? Oui. OK. Ici, là, puis au musée des Lettres. En avez-vous gardé quand même? Est-ce que vous en avez chez vous des pièces? Bien, j'avais la plaque de First Class pour ça. Oui. Ça fait une couple d'années que je l'ai donnée ici au musée. OK. Puis la cloche, les grosses cloches, eux autres, il y en a une qui est à Lillet, Oui. puis l'autre est à Ottawa. OK.
Il y a eu des personnes qui ont perdu la vie, bon, autres évidemment ceux qui ont péri lors de la catastrophe, des plongeurs, plus de 5 ou 6. Après le naufrage de l'Empress, il y a un scaphandrier qui allait pour chercher les lingots d'argent puis qui a laissé sa peau. Ensuite de ça, après ça, il y a eu plusieurs victimes, plusieurs autres plongeurs qui ont perdu leur vie. Je pense que c'est 6, 7, quelque chose comme ça. L'Empress a coulé en 14, il a fait 1012 victimes, puis après ça, il en a fait 6 autres. Il continue à réclamer sa part de victimes. Oui. Quand on pénètre dans cette épave-là, est-ce qu'on n'a pas un peu le sentiment de pénétrer à l'intérieur d'un cimetière? De visiter un cimetière? Puis la visibilité aussi. Quand que tu rentres dans une cuisine, OK? Les tables, eux autres, ils ont été fixées au plancher par des boulons pour pas qu'ils bougent, mais les dessus de table sont partis. Et il reste le bas. C'est pareil comme si tu rentrais dans un cimetière, que tu verrais un paquet d'épitaphes. On a trouvé des ossements aussi qui étaient à l'intérieur du bateau. C'est catastrophique, un naufrage semblable. De voir un si beau bateau presque tout démoli au fond comme ça, là, c'est... les drames humains qui se sont produits aussi, ces pertes de vie, les enfants et tout. Là. Oui. Quelque part, ça touche au cœur aussi. Ah oui, ça touche au cœur. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments qui vous ont marqué vraiment, au fond, là, à proximité de l'épave, là, qui ont été pour vous déterminants? On parlait de visibilité tout à l'heure. C'est arrivé en 64, quand on a décroché nos marqueurs, nos bouées qu'on avait installés sur l'épave. On a descendu, la saison était terminée. On a démanché les câbles, tout ça, on a descendu au fond. Puis là, on pouvait voir la façade du bateau, du poste de pilotage, puis tout ça. La visibilité était très, très belle cette journée-là. C'est la seule belle visibilité qu'on a eue sur le bateau. Là, vous avez eu un pincement au cœur? Ah oui, c'était formidable de voir tout le dedans du bateau, la partie des cabines. Oui. C'est comme une récompense après tous ces efforts-là. Oui, on coupait nos cordes, là, puis la saison était finie en 64. Voilà. Quand vous êtes revenu, vous vous êtes dit, bon, finalement, ça a été une expérience, peut-être l'expérience de notre vie. Oui. Vous n'avez pas vécu par après d'un moment aussi intense en plongée que ce que vous avez vécu ici? Non. Qu'est-ce qu'on a vécu ici, c'est ce qui a été le plus intense. Oui. C'était notre plus belle découverte en plongée. Ça a été une étape, vous avez dit, importante dans votre vie, une découverte importante. Oui, très importante. Ça vous remplit de fierté, là? Quand ici, là, on est dans un musée consacré à l'Empress of Ireland, plusieurs de vos articles se retrouvent ici. Qu'est-ce que vous ressentez? Je ressens que c'est formidable de voir ça. Puis de se rappeler de cette période-là. Votre jeunesse, c'est aussi ça, votre jeunesse, l'Empress of Ireland. Votre folie, là. 25 ans. Vous aviez 25 ans. C'était une belle expérience. Voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, ça m'a fait plaisir.